Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes avec nous sur Média TV dans 11 dit tout et si vous venez de nous rejoindre, eh bien, bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous retrouver en ce direct de 18h30 11 dit tout, tous les soirs de la semaine, bien sûr, avec un best-of le vendredi. En tout cas, ce soir, comme vous avez pu le suivre avec nous il y a quelques instants, cet échange avec Manel, sans langue de bois justement, eh bien, on va parler de sevrage tabagique. Est-ce qu'on peut proposer, on va dire, une méthode, un plan qui peut être efficace à 100%. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un plan qui est, on va dire, véritablement efficace? Et j'en parle avec une spécialiste de la question, Dr Iman Kandili, qui est addictologue psychiatre. Bonsoir, Dr Kandili, comment ça va? Bonsoir Yasmine, c'est un plaisir, comme d'habitude. Plaisir partagé, merci infiniment. Alors, on va remettre les choses... On va remettre les choses dans leur contexte. Pourquoi on dit que le sevrage tabagique, arrêter de fumer, est encore plus compliqué qu'arrêter une autre drogue comme l'héroïne ou encore la cocaïne? Alors en fait, c'est à la fois très simple et compliqué, tout simplement parce que l'addiction à la nicotine est extrêmement addictive. Et en fait, il y a plein de paramètres. Le premier paramètre est qu'on est déjà avec des récepteurs nicotiniques au niveau du cerveau. Donc même si on ne touche jamais une cigarette de sa vie, nous avons des récepteurs nicotiniques qui, à la première cigarette et à la répétition du comportement, vont tout simplement se multiplier et en fonction de la génétique et des facteurs de chacun, favorisants, on va dire, ou protecteurs, vont faire que cette personne il va y avoir une tolérance, une consommation importante, un abus et une dépendance ou une addiction à la nicotine et donc à la cigarette conventionnelle et au comportement du fait de fumer. Voilà. Et donc ça, c'est extrêmement important. Nous ne sommes pas égaux, nous ne savons pas à l'avance. Il y a une personne qui va fumer une cigarette et puis être dégoûtée la première fois, et puis il y en a une autre qui aura de l'appétence. Ok. Et ces capteurs, on ne les a pas pour les autres drogues, c'est bien ça? On les a pour les autres drogues également, sauf que la nicotine est extrêmement addictive, beaucoup plus que la cocaïne et les autres drogues. Et la répétition de comportements, au vu qu'en plus la cigarette conventionnelle est un produit licite, va être de manière beaucoup plus importante, va être, on va dire, se faire de plus en plus tôt. Et l'accessibilité est facile. D'où la sensibilisation quant au risque du tabac conventionnel, d'où les différentes méthodes, non seulement d'arrêt, ce qui est l'idéal, c'est le monde sans tabac, mais aussi de réduction des risques quant à la consommation de tabac, ce qu'on voit également aussi pour d'autres produits extrêmement dangereux pour la santé, comme le sucre par exemple, qu'on oublie et qui peut être plus dangereux même que la cocaïne. C'est vrai. Alors, vous savez, tout à l'heure, avec Farhana dans Blamiad, on échangeait sur cette thématique et elle me disait, mais pourquoi des campagnes, on va dire, choc, qui viendraient presque brutaliser l'émotionnel des gens, ne seraient pas déployées. Et donc, d'où cette discussion avec elle, qu'au contraire, on voit sur les paquets de cigarettes, justement, des images très choquantes de personnes sur leur lit de mort suite à un cancer de poumon ou autre lié à la cigarette. Et pourtant, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas, docteur? Ça ne marche pas parce que la notion de plaisir, elle est immédiate. Et puis, vous savez ce qui se passe, c'est un peu comme dans le jeu. Dans le jeu pathologique, au niveau des casinos, je donne un exemple assez spécial, vous avez dans les machines à sous des messages qui passent, qui disent « Attention, le jeu est addictif ». Quand vous vendez un paquet de cigarettes en faisant de la prévention avec des images extrêmement choquantes, la personne se pense protégée. Le cerveau ment et puis ce n'est pas ce qui va arrêter le comportement. L'addiction est une réelle maladie du cerveau. La dépendance est une réelle maladie. C'est pour ça qu'en fonction de chacun, s'il y a des personnes, un petit pourcentage qui arrivent à arrêter et à maintenir l'arrêt sur le long terme, la plupart ou la plus grosse part de la population qui va être addicte particulièrement au tabac va avoir beaucoup de mal à arrêter, même quand il y a une maladie cardiovasculaire grave ou même un cancer. Absolument. Donc le fumeur est une personne malade. Addiction is a brain disease, c'est-à-dire en 98, ça a été prouvé que l'addiction est une maladie
c'est une maladie parce qu'il y a de la compulsion, parce qu'on n'arrive pas à se retenir et parce qu'il y a un manque de contrôle par rapport au produit. Vous savez, c'est comme faire le deuil d'une grande amie du jour au lendemain. Elle nous fait du mal, mais c'est quand même difficile d'arrêter. Certains y arrivent, il y a différents processus, il y a des accompagnements qui se font. Il y a des choses un peu comme la boîte de Pandore, mais il y a des choses aussi qui sont construites et scientifiquement prouvées. Et puis, il y a aussi cette troisième voie de réduction des risques qui est aussi très importante en matière de substitution, qui a bien marché pour les opiacés et qui aujourd'hui est très discutée au niveau international, au niveau du tabac, soit les produits à risque réduit ou réduire les risques quand on ne peut pas arrêter. Parce qu'on va le dire aujourd'hui, que ce soit en temps de... la santé, la réduction des risques en matière de santé est importante. Le surpoids aujourd'hui est un problème. Le diabète est un problème, faire du sport est un problème, ne serait-ce qu'en temps de Covid. Et le tabac fait partie des facteurs de risque aujourd'hui quant à la santé mondiale des citoyens. Donc, quand on ne peut pas être dans la loi du tout ou rien, penser à réduire les risques et accompagner est aussi un processus en espérant que dans les jeunes générations, on comprenne que l'hygiène de vie est très importante et que le tabac est à bannir. Absolument. C'est pour ça que nous n'attendons pas cette journée mondiale de lutte contre la cigarette qui est programmée en mai pour en parler. On ne peut pas se permettre finalement d'en parler qu'une fois par an et que voilà, on programme ce sujet même en plein mois de novembre. Alors docteur Kandili, on va aborder quand même ces méthodes qui marchent. On va commencer, on va dire, par celle qui est la moins coûteuse financièrement et que certains ont déjà testé avant même qu'il y ait des alternatives. C'est celle de on va dire, de la motivation. Est-ce que c'est la plus efficace selon vous et pourquoi la motivation, quand elle marche, la motivation est très coûteuse. Est très coûteuse, c'est vrai? Dans quel sens? Vous pensez que les gens... Alors, je crois... en fait, je pense que vous pensez à... La motivation oui. Quand vous dites qu'elle est coûteuse, c'est dans quel sens? Parce que travailler la motivation... Dans le sens où très rares sont les patients qui sont motivés et qui ont fait le processus de départ et que dans les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, toutes les premières étapes sont le travail sur la motivation à l'arrêt ou à la motivation déjà et la prise de conscience parce que les patients sont souvent en pré-contemplation. C'est-à-dire, ils se disent « Ah oui, mais il faut que j'arrête », mais ils sont toujours dans un report. Bon, j'arrêterai plus tard, je ferai du sport le mois prochain, on attendra l'année prochaine, j'ai réduit à quelques cigarettes par jour, etc. Dire, la motivation, en fait, quand vous avez dit ça coûte cher, j'ai pensé... Très coûteuse et gratuite. J'ai pensé justement aux alternatives, en fait. Parce ça coûte cher, parce que il faut... Aux alternatives, on se fait plaisir par d'autres choses. Mais c'est un processus, le processus... Oui. Le processus, en fait, est de motivation et de ne pas remplacer la cigarette par un autre comportement addictif. Parce que si on arrête la cigarette pour prendre 15 kilos et manger du sucre tous les soirs, on change une addiction par une autre. Ça, je vous parle du classique. Donc, en fait, c'est pouvoir gérer au quotidien et apprendre à associer pensée et comportement de manière à réduire, voire ne pas avoir une dépendance autre. Et non pas se jeter sur un autre comportement qui peut être délétère autrement. Absolument. Donc, en général, on dit on substitue une addiction par une autre. Donc, voilà. Oui, j'en parlais tout à l'heure. Il y a des bonnes addictions, le travail, travail, la sublimation. C'est ça. Alors, j'en parlais tout à l'heure avec Manel Voilà, le sport, on peut sublimer. Alors avec Manel, on en parlait pour annoncer le sujet et elle donnait l'exemple de son papa qui a arrêté du jour au lendemain parce qu'il était très motivé. Je donnais le mien aussi. J'ai arrêté, on va dire, vraiment par pure motivation. Je me suis accrochée à cette motivation. Je pense que ni lui ni moi n'avons eu d'addiction alternative. Donc oui, c'est possible d'arrêter quand on a décidé d'arrêter et en s'accrochant à cette idée que je ne dois pas me faire avoir. À nouveau. Alors, d'abord, les personnes ne sont pas... Il y a un petit pourcentage qui arrive à arrêter par lui-même. C'est magnifique. Il y a un pourcentage, mais ça ne se monte pas à plus de 10%. On va dire les choses comme elles sont d'un point de vue statistique. 10 à 15%. Et à condition de ne pas rechuter. C'est-à-dire on peut arrêter 4 ans et reprendre, etc. Et c'est très bien, c'est magnifique quand on peut arrêter par soi-même. Maintenant, en tant que psychiatre addictologue, on ne peut pas jeter la pierre non plus, parce que beaucoup de gens ont envie d'arrêter, ont la volonté d'arrêter, mais n'y arrivent tout simplement pas. Pas parce qu'ils n'ont pas la motivation ou la volonté, pas parce qu'ils se mentent, pas du tout.
mais tout simplement parce que leur contexte environnemental, la pression, et que la cigarette est une amie ou un refuge qui fait qu'il leur est plus difficile que d'autres d'arrêter. Après, il y a aussi la construction de la personnalité, il y a les différents stresseurs de vie, il y a l'hygiène de vie, parce que quelqu'un qui fait du sport va de toute façon ne pas avoir le même comportement de fumeur, etc. Donc, si vous voulez, c'est tout un contexte qui fait qu'on ne peut pas, quelle que soit l'addiction, jeter la balle et dire « Ah, mais de toute façon, si les autres s'y sont arrivés, c'est que tu peux y arriver. » Non, nous ne sommes pas égaux, ce ne sont pas les mêmes personnalités, ce ne sont pas les mêmes façons de pouvoir gérer. Et donc, voilà, je pense que chacun fait comme il peut et que le devoir d'accompagnement, oui, pas toujours par un psychiatre addictologue ou un psychologue, hein, il y a différentes manières. En tout cas, je pense que la réorganisation, la ritualisation, la reprogrammation de l'hygiène de vie fait partie du processus au moins de réduction des risques par rapport à la santé. Ok, alors justement là, vous abordez ce qui est, on va dire, émotionnel, mais arrêter de fumer, c'est aussi un rituel, c'est aussi des gestes, c'est aussi voilà, un environnement. Vous pensez quoi des cigarettes électroniques ? Alors, écoutez, il y a cigarettes électroniques et cigarettes électroniques, il y a produits de substitution et produits de substitution. Maintenant, il faut dire les choses comme elles sont, la réduction des risques a bien marché avec des produits extrêmement lourds comme l'héroïne partout à l'étranger, mais aussi au Maroc, qui est avant-gardiste et qui a très bien travaillé grâce à l'Observatoire national des drogues, à Ménara et au professeur Jalal Sofer particulièrement, qui a travaillé depuis plus d'une quinzaine d'années là-dessus. Et donc ça a été bien géré. Maintenant, quand les personnes n'arrivent pas, quand les personnes sont en danger, quand les personnes ont des maladies graves, quand les personnes sont des grosses fumeuses et qu'elles n'arrivent pas à réduire ou gérer, que les accompagnements ne marchent pas, les produits potentiellement à risque réduit, s'ils peuvent réduire les risques quant à la santé organique, sont à considérer et sont à envisager comme une troisième voie qui est un pont entre la personne consommatrice de cigarettes conventionnelles qui est extrêmement délétère et la personne qui arrête. Ça peut être le chemin pour un arrêt et au contraire, c'est-à-dire qu'en tant qu'addictologue, la substitution et les produits à risque réduit est une solution. Alors, pour les personnes qui n'y arrivent pas, bien entendu. Bien sûr. Pour vous, en tant que psychiatre, addictologue, à travers votre expérience, votre connaissance... Après la cigarette électronique, il y a après la cigarette électronique, il faut mettre un bémol. La cigarette électronique, il faut faire attention parce qu'il y a une pile. On ne sait pas, ça commence pas et ça s'arrête. Il y a aussi le tabac chauffé. Le tabac chauffé, ce sont des cigarettes, c'est du tabac chauffé, donc les cigarettes finissent. Et puis il y a cigarettes électroniques et cigarettes électroniques. Hein. Il faut bien entendu les mesures qui font qu'il y a des choses qui sont agréées et puis il y a aussi le n'importe quoi auquel il faut faire très attention. Et il y a des choses qui sont extrêmement dangereuses dont on ne parle pas, comme la joule et compagnie que les jeunes consomment et qui est une catastrophe. Voilà, donc les produits potentiellement à risque réduit ou le tabac chauffé peut être une solution de pont entre une personne qui est grosse fumeuse, surtout quand il y a des maladies graves, et l'arrêt de consommation de tabac dans un monde idéal. Mais le problème du tabac chauffé, c'est que comme vous l'avez dit, c'est une cigarette qui va se consommer, c'est un produit qui va se consommer, et donc on n'est pas débarrassé de l'addiction du geste, l'addiction vis-à-vis de tenir le produit entre les doigts. C'est pas le souci. Non, en fait, ça vous dérange pas? En fait, je comparais entre cigarettes électroniques. Non, je comparais cigarette électronique et tabac chauffé. J'ai beaucoup de patients qui se mettent à la cigarette électronique et on se retrouve dans une consommation encore plus importante. Parce qu'ils n'arrêtent pas de tirer sur la cigarette électronique tant que la pile est allumée. Vous comprenez? Il n'y a pas un début et une fin. Donc on ne compte pas son nombre de mégots. Alors que dans la cigarette conventionnelle, on compte ce qu'on a fumé. Dans le tabac chauffé, on compte ce qu'on a fumé. Après, l'idéal, je vais vous dire une chose, l'idéal, c'est le processus d'arrêt de tabac. Maintenant, quand vous avez des personnes extrêmement récalcitrantes, des fois qui ont des maladies graves et qui refusent d'arrêter la cigarette parce que vous annoncez, j'ai des annonces diagnostiques d'amis oncologues de cancer grave et le patient ne veut pas arrêter de fumer, peut sortir des soins intensifs pour aller fumer une cigarette à l'extérieur de la clinique alors qu'il fait sa chimio. Donc, quelle est la solution ? Perdre le patient, le renvoyer chez lui, je ne sais pas. Je pense que le devoir de tout médecin en règle générale, c'est peut-être le psy qui parle là, c'est l'accompagnement vers une meilleure santé. Dans un monde idéal, oui,
Ça serait bien. Mais dans un monde idéal, il faudrait qu'il n'y ait pas de gros, il faudrait qu'il n'y ait pas de sucre, ni de fast-food, il faudrait qu'il n'y ait pas de diabétiques, qu'il n'y ait pas de fumeurs, qu'il n'y ait rien. Donc, en attendant le monde idéal, je pense qu'il faut envisager tous les cas de figure. L'arrêt, bien entendu, qui est ce qu'il faut d'un point de vue médical, c'est de ne pas fumer du tout, ne jamais commencer. Et puis, les méthodes de substitution, quand elles sont à leur place, pour pouvoir aider les patients à aller mieux. Alors, dernière question ou pour avoir vous, une meilleure justement. santé, bien entendu, conjuguée au sport. Ouais. Pour dernière question. Mais vous savez, il y a beaucoup de méthodes, hein. Il y a les patchs, il y a beaucoup de choses. C'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu à la carte, en fait. C'est au cas par cas. Mais si vous permettez, docteur Kandili, pour conclure, des solutions alternatives comme l'hypnose, vous en pensez quoi en tant que psychiatre? Les patients qui sont... Oui. Écoutez, l'induction émotionnelle, l'hypnose marche pour certains patients, mais là aussi, ça dépend de la personnalité en face. Il y a des personnes qui sont extrêmement dans le contrôle où l'hypnose ne marche pas du tout. Okay. Il y a des personnes qui peuvent travailler aussi dans tout ce qui est reprogrammation et induction émotionnelle. Donc, c'est des patients en général, on leur donne un programme avec des changements de tabac pour que le cerveau associe le tabac à un moment de déplaisir et non pas de plaisir. Donc, en leur changeant leur tabac habituel et pour pouvoir réduire la façon de fumer. Il y a des personnes aussi qu'on met sous bupropion, qui est un produit dopaminergique qui aide à l'arrêt du tabac, qui est un produit assez connu. Comme il y a des personnes qui prennent des patchs et il y a des personnes qui essayent tout ça avec le sport, qui arrivent à réduire, qui n'arrivent pas à arrêter. Donc si vous voulez, oui, il y a comme partout ailleurs, il y a les guidelines et puis il y a le cas par cas et en fonction de l'individu. Absolument. Et puis, on va dire, le grand challenge ensuite, c'est de ne pas replonger, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Oui, parce que, voilà, mais les patients qui arrivent en général sont aiguillés par leur médecin somaticien, ça peut être l'oncologue, le cardio, le diabéto, le pneumo, etc. Et quand ils arrivent à pas de loup et ils sont un peu frigorifiés par rapport à cette prise en charge d'arrêt. Bon, je parle dans les cabinets spécialisés où les gens viennent pour ça et que c'est une urgence. Je ne parle pas des gens qui ont fait un processus de motivation, un processus d'arrêt où ils ont envie, eux, d'aller vers une meilleure hygiène de vie, où là c'est différent, où la prise en charge est différente et l'accompagnement peut se faire ou pas, ou des fois c'est un simple petit coaching où la personne elle y arrive. Et ces personnes-là, quand on leur demande de faire le deuil de beaucoup de choses en même temps, il leur est plus difficile. Donc les accueillir et les accompagner dans un processus de prise de conscience et de motivation sur le long terme à un arrêt est quand même moins violent que l'annonce du pneumo, de l'oncologue ou du cardio. Et puis on rajoute le psy aussi qui vous tombe dessus. Donc si vous voulez, il faut garder quand même cette fonction humaine de pouvoir accueillir les forces et les faiblesses de chacun. Merci beaucoup, Dr Iman Kandili, d'avoir été en direct avec nous de Casablanca pour ce sujet. Justement, un rendez-vous qui sera rediffusé ce soir à 22h30 sur Médien TV, que vous pourrez retrouver à n'importe quel moment sur notre site medientv.com. Et demain, rendez-vous à la même heure, mais cette fois-ci pour le best-of. Lundi, nouvel épisode, nouveau sujet, nouvelle thématique. On va parler de couple, ça c'est juste un petit clin d'œil pour lundi. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous, à très vite, au revoir.